Ok, allez, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Notre truc habituel, analyse de tendance. On a dit qu'on allait commencer par Luna. Assez funky furieux. Je suis très embêté perso sur la structure de ce marché. J'avoue que j'ai pas vraiment de stratégie là-dessus. Donc c'est parfait, on va l'analyser par élimination, celle-là. D'accord? C'est de dire, on va prendre tous les trucs qu'on connaît et on va essayer de caler un truc là-dedans. Alors, ça manque un peu d'historique. Il m'en faudrait une qui a un peu plus d'historique. Le mainnet de Luna, c'est quand le lancement déjà? Tant pis. Alors, I'm sorry. Tac. Alors. Oh boy, not good, not good. Beaucoup trop de monde dedans. Et ça a levé pas mal de thunes hein, pour 2018. Et le token supply, c'est de la merde. Hein. Enfin, c'est de la merde, c'est pas bon. C'est mainnet quand ce truc? Oh putain, 40% pour la boîte. Mais bordel, 50% pour la boîte. Oh, Jesus. Flippant. Énormément flippant. J'avais pas creusé encore, mais rien que là déjà, ça sent mauvais. Hein. Qu'est-ce que vous allez foutre vos doigts là-dedans, bordel? 2019, merci. Avril 2019. Ouais, d'accord. Donc il me manque un an de cotation. On va voir. Il y en a un qui peut me trouver un Luna qui a de l'historique, s'il vous plaît. Ah bah voilà. Super. Alors donc, Luna USD à la place de lui. Alright. Donc, oula, attends. Non, là, il y a des soucis. Luna USD. Putain, qui va avoir une bonne historique? Non. Qcoin. Ouais, c'est mieux. Parce que là, le calcul à la con, là. Bon, on va faire celui-là. Hein. Je vais prendre celui-là. Luna USDT, c'était Qcoin, donc. Qcoin. Ok, donc. J'ai août 2019, mais merde. Bon, donc l'autre c'était mieux. Shit. Bon, on va rester sur celui-là, ok? C'est pas parfait, mais bon, voilà. Donc, bref, de toute façon, ici, donc, ce que je voulais vous montrer, c'est que le premier truc qui me gêne, c'est qu'on a bien, donc, dès le début, je pense, des UT hebdo. Puisqu'on le voit, on a l'information du range ici. On a bien les bornes. Ok? Hein, comme d'hab, vous projetez les premières bornes. Je peux pas faire de backplot. Ah, merde. Hop. Ok, les contextes ici, vous me les extrapolez là, hein, et vous comptez le nombre de fois qu'on a tapé. Hein. Donc là, pour moi, on est passé suffisamment près hein, pour faire 1, 2, troisième borne et accumulation, breakout. Donc il y a bien ici, première structure de tendance en hebdomadaire. Ok. Donc tout de suite, qu'est-ce qu'on se pose comme question? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que ça fout là? Ça.
Donc déjà, hein, on revient taper les contextes, on revient taper les niveaux de breakout ou presque. Donc bon, ici, il y a un souci, première anomalie, qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Qu'est-ce que ça fout là? Alors on sait hein, que tout le monde s'est pris une quenelle à ce moment-là. C'est la même merde qu'Avax, 50% des tokens pour la team. Ah non, mais je m'en fous que ce soit du lock supply. Ça reste que 50% de la thune, elle appartient pas aux investisseurs. Donc niveau centralisation, c'est une horreur. Niveau centralisation de la market cap et de la gouvernance du coup. Hein. C'est une horreur. Enfin, je vous crache tout le temps dessus sur Avax pour vous dire que c'est de la merde. Donc Luna, je vais pas vous dire ah ben c'est bien alors que ça fait la même chose. Donc c'est une horreur. La gouvernance, c'est juste à chier. Voilà. Mais oui, voilà. De toute façon, c'est pas compliqué. Avax et Luna, c'est les deux que je short. Alors évidemment, Luna, je sais que faut être patient là. Je sais pas maintenant que je vais shorter, mais Luna, ça me plaît pas. Mais je sais de plus en plus pourquoi maintenant. Bref, donc on a un bout de tendance ici, on a un repli, donc tout de suite ça colle pas. Si on revient visiter les niveaux de breakout, c'est bien qu'il y a un truc qui va pas, d'accord? Donc un truc qui va pas sur la structure de prix. Qu'est-ce qu'on fait avec ça comme d'hab? J'ai deux breakouts, quoi. Hein. J'ai un range là à nouveau et un breakout. Donc, comment je fais là-dedans? Faudrait voir l'inflation aussi du jeton, mais... Ok, tout de suite, on commence à penser effectivement structure alternative. Bon, là, le principe, c'est que le premier range, je le vois même pas, hein, tellement il est vénère. Donc ok, mais si je passe en log, là, il n'y a aucun doute. Hein, d'accord. Si ça, vous ne voyez pas qu'il y a clairement un souci sur la structure, on a bien deux breakouts qui suivent, séparés par un range. Et qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Ce range-là, il est bien mature, il a fait sa troisième, en retard. Donc on a bien un range mature qui sépare deux tendances. La première échoue, la deuxième, elle a plutôt l'air, pour l'instant, de fonctionner. Hein, parce qu'ici, quand même, on a eu installation d'un beau mouvement. Donc pareil, c'est comme Avax. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce Beans? On aurait dû normalement revenir chercher les overlaps tranquillou, comme ça ici. Donc pour moi, c'est exactement la même hypothèse qu'Avax. C'est de dire, je ne comprends pas pourquoi ça a monté, mais bon, après coup, je pense que j'ai compris. Hein, c'est la même chose qu'Avax. C'est-à-dire qu'il y a une concentration astronomique du supply, tout le monde se chauffe, on valorise la blockchain comme des cochonous parce qu'à la moindre demande, il n'y a pas beaucoup de jetons qui circulent. Quand il y en a plus de la moitié qui est bloqué par la boîte, c'est bien de comprendre qu'il n'y a aucun du supply qui circule aujourd'hui, mais que demain, ça va être vénère. Donc c'est toujours pareil, c'est de dire ces projets-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils construisent un supply qui favorise les pumps au démarrage de la boîte et ça va dumper derrière pendant 10 ans. C'est l'enfer, ce truc-là. C'est une horreur, ces machins. Quand il y a un supply qui est distribué aussi mal, comment voulez-vous que ça se traduise en hausse de prix à moyen terme? C'est des jetons, ça, il ne faut surtout pas les garder longtemps. Hein. Luna, Avax et les machins, ils sont voués à l'échec tant qu'ils ne changent pas la distribution de ce supply. Oui, non, mais vous pouvez jouer avec ça. Si vous ne comprenez pas de base que la distribution du supply, ça réalise à peu près 80% de l'analyse fondamentale, et que après, oui, on peut expliquer pourquoi il y a des pumps, des dumps, etc. Mais c'est de la demande. C'est juste de comprendre que s'il y a déjà pas plus d'un quart du supply qui circule réellement, comment veux-tu que la market cap représente la valeur? Ça ne représente pas la valeur. Ça représente la demande. Donc, il faut comprendre qu'à long terme, c'est pas juste la demande qui fait monter le prix. Parce que qu'est-ce qu'on va en faire de ce supply? On le brûle intégralement? Non, la société, elle va s'en servir soit sous forme d'assurance, soit pour financer du dev, soit ça va tout simplement, voilà, ça va être des ventes. Il va falloir diluer tout ce supply. Mais ce que vous comprenez pas, surtout, c'est, enfin, je sais pas moi, comment tu veux investir dans un truc en sachant que c'est plus de 50 ou 60% qui est détenu par la boîte? Ça s'appelle une security, ça. Ça s'appelle pas un utility token. Ni quoi que ce soit d'autre. C'est même pas une crypto. Ça finit à la SEC tout de suite. Voilà. Donc, c'est une horreur. C'est de dire, il y a une boîte qui émet des tokens et elle en vend 30%. Ça veut dire que tout le pouvoir haussier de ton jeton dépend quasi intégralement de ce que va faire la boîte, de ces 60% qui lui restent. C'est pour ça que je dis que c'est une horreur de rester à moyen terme sur des trucs comme ça. Non, elle ne s'intéresse pas pour la même chose, la SEC.
Voilà, bref, vous tradez à court terme, ce sont des jetons très peu liquides, donc effectivement la moindre demande fait monter les prix, mais il faut que vous compreniez que ce sont des demandes de court terme, hautement spéculatives, et que, évidemment, quand le supply va se diluer, et que les rats vont quitter le navire, vous verrez bien que la thune, elle n'ira pas ici. Bref, la thune des pros, elle va pas là, je vous l'ai déjà dit, ni sur Avax, ni sur Luna. Maintenant, vous pouvez faire ce que vous voulez et vous convaincre de l'inverse. Donc, la tendance, énorme souci. Moi, je l'ai dit, je ne paye pas Avax ni Luna tant qu'ils ne reviennent pas chercher leurs overlaps. J'ai eu raison de le faire pour Avax et je vous parie que j'aurai raison aussi sur Luna. Par contre, Luna, c'est beaucoup plus difficile à vendre parce qu'il y a clairement une demande de cochon, ce qui n'est pas le cas sur Avax. Mais Luna, clairement, la demande, c'est fou furieux en ce moment. Hein. Donc, on va voir. C'est clair que moi, je n'ai pas pour habitude de vendre ce genre de rebond de troisième borne. Mais je pense que Luna va rejeter dans cette zone-là. Donc, dès que j'aurai des signaux, je le ferai. Pour l'instant, j'ai juste un marché qui essaye d'accélérer avec un momentum à 142. Donc, je ne vais pas me vendre un momentum pareil. Mais il faut bien comprendre que quand le cycle est vendeur et que le momentum est à 142, il y en a un des deux qui ment. Moi, je parie que c'est clairement le momentum qui va se prendre une quenelle atomique sur Luna. Mais pour l'instant, je ne peux pas nécessairement prendre trop de risques. Il va me falloir des signaux en daily et c'est pas prêt d'arriver avec un momentum à 140. De quoi? Non, ce que vous captez pas, c'est que l'UST était fortement demandé dernièrement, mais ça va pas être le cas tout le temps. Surtout qu'il faut que vous compreniez qu'à mon avis, quand on va avoir l'effet inverse, c'est-à-dire quand les gens vont vouloir récupérer des dollars au lieu des UST, vous allez voir qu'à mon avis, la liquidité, elle n'est pas là. Hein. Donc, il faut toujours regarder dans les deux sens. Ok. Il y a beaucoup de choses qui m'inquiètent à l'intérieur de l'écosystème Luna en général. Il y a plein de trucs qui me gênent. Donc bref, de toute façon, on ne va pas faire une analyse de Luna, on s'en fout, on fait l'analyse de son prix. Donc on l'a vu, anomalie number one, vous ne pouvez pas ignorer ça. Vous étiez nombreux à l'époque à me dire que je racontais n'importe quoi sur Vavax, et vous voyez qu'au final, j'avais raison. Luna, c'est la même. À mon avis, interdiction formelle d'acheter, même avec ce genre de momentum débile. Hein. Si vous avez acheté le bottom, vous avez un TP obligatoire sur la zone actuelle. Et là, vous n'avez pas à attendre quoi que ce soit comme terme de signaux. Hein. Vous êtes obligé de faire un TP ici, sur la zone de troisième borne, parce que ça peut très bien passer quelques jours ici, mais là, les probabilités de repli sont significatives sur Luna. Est-ce qu'on est tous d'accord là-dessous? D'accord. Là, c'est de dire, on a deux breakouts de suite. Ça colle pas avec les schémas qu'on connaît. On a probablement donc ce schéma-là, premier breakout échoué, deuxième breakout échoué, fin de cycle vendeur, égal, je pense qu'on va se replier vénère vers les zones de moyenne. L'overlap ici me paraît très compliqué à gérer, pour ça que j'avais mis une alerte très large, parce qu'il n'est pas non plus sûr qu'on aille retaper 20 $, mais je vais autant vous dire que si jamais il y a une bad news sur ce truc-là, ça va perdre 80%. Voilà, parce que pour moi, c'est par là que ça s'achète, et c'est donc 80% plus bas. Voilà. Ah non, non, il n'y a pas du tout que ça. Hein. Et par contre, achat les yeux fermés de l'overlap si occasion, bien entendu, oui. Ok, mais là, il n'y a pas eu de troisième borne. Donc on revient chercher la troisième borne, ça tente d'accélérer au nord avec un momentum de fils de pute. Je suis navré de vous le dire, mais ça, c'est typique d'un truc où vous devez comprendre que là, les prix vous mentent. Donc je vous ai dit, Luna, il y a un truc qui ne va pas, il y a un truc qui me pose problème. Je ne vais pas regarder l'analyse du supply. Là, tout s'aligne. Hein. Je comprends pourquoi ça rebondit vénère n'importe comment, Luna. Il y a beaucoup de demandes, il n'y a aucun supply. Mais c'est pas, il n'y a aucun supply comme Bitcoin parce que tout le supply est détenu par des professionnels ou des investisseurs. Là, c'est la boîte qui détient 60%, enfin 50% du token. Il faut quand même se dire, il y a un problème là-dedans. Alors, ils en détiennent peut-être plus 50%, c'était 2018, mais pareil, là, il faudrait faire une analyse, savoir quelle part du token supply il leur reste encore aujourd'hui, etc. Parce que c'est de dire, si déjà de base la boîte a des longues vestings et qu'elle détient 50% de la boîte, ça veut dire que de base, il n'y en a que 50% qui circulent, dans lesquels vous devez mettre le même problème que Bitcoin et tout ça. Il y a des hodlers, il y a des jetons stakés pour la sécurité. Bref, en gros, il reste peut-être que 10% des Luna qui circulent réellement. Voilà pourquoi ça pump très vite dès que les gens en demandent. Mais dans ce cas-là, est-ce que 10% du supply d'un jeton, ça permet de le valoriser correctement ? Bref, autrement dit, est-ce que la valeur de la blockchain Luna, elle est réellement montée de 60% en l'espace de quelques jours? Bah non, c'est son prix qui est monté. Donc comprenez que prix et valeur, ça veut bien dire la même chose, à condition qu'on ait
un supply et une demande qui soient en lien l'un avec l'autre. Là, moi, je suis navré, tout ce que j'ai, c'est des prix qui se déplacent. Je suis incapable de donner la valeur de ce truc-là. Je pense que la valeur, c'est plutôt proche de la moyenne, donc vers les 25 $. Maintenant, vous pouvez acheter ces trucs-là, hein, mais moi, perso, mis à part acheter avec des timings du reste du marché, comme c'était pas mauvais hein, d'acheter là Luna comme les autres, hein, mais moi, la zone spéculative, elle se situe plus bas. Bref, pour moi, la valeur intrinsèque de ce jeton, c'est d'acheter ça vers 25, parce que j'ai que ça comme structure. Voilà. Et c'est bien, hein, parce que maintenant qu'on a fait rentrer tous les débiles à l'achat ici, si on les racle, bah, c'est les mêmes hein, qui vont prendre des stop-loss ici et qui vont shorter. Donc, moi, ça me va. Je reste en lien que on va probablement le construire en 2 vagues de baisse, une première, un rebond, une deuxième avec un ratio 1 pour 1, et qu'on reviendra probablement taper ici. Derrière, voilà le schéma que j'ai sur ce genre de machin. C'est exactement ce qui s'est produit sur Vavax. C'est juste de comprendre qu'il y a pas mal de gens hein, qui vont arbitrer ce genre de truc. Bon, moi, j'ai pas les couilles pour aller me foutre vendeur à découvert d'un machin qui est avec un momentum pareil, mais j'aime autant vous dire qu'à des professionnels, ils analysent correctement le supply et ils vont vite, vite, vite se rendre compte qu'il y a un souci. Et s'il faut apporter du supply, ils peuvent le faire. Ah, merci pour le token supply. Ah ouais, c'est affreux. C'est une horreur. C'est absolument affreux. Ah non, c'est impinable comme distribution. Mais j'aimerais bien savoir ce qu'il y a aujourd'hui, ce qui reste encore aujourd'hui. Parce que Loom Network, qu'à cela ne tienne, je ne peux pas les vendre. Tu vois ce que je veux dire? C'est un airdrop. Donc j'en ai rien à foutre de Loom Network. Bah oui. J'aime bien le projet, mais tu vois, je me suis même pas posé la question du token supply. On me les a offerts. Donc je les garde. Enfin, je les garde. C'est qu'ils sont en vesting, je peux pas les vendre. Je vends mes intérêts, ça oui. Mais c'est tout. Mais c'est pas un mauvais projet. Mais par contre, oui, si le token supply est dit comme ça, c'est une horreur. Bien sûr. Non, non, mais il faut que vous compreniez que le problème, c'est toujours pareil. Les mecs qui font des tokens des distributions de tokens comme ça, c'est que soit ils vont rug pull, euh, soit c'est qu'ils ont une vision de très long terme, mais dans tous les cas, ils commettent de très très grosses erreurs. Euh, voilà, enfin pour moi, c'est des erreurs de base, de très mauvais conseils financiers au lancement du supply. Il faut vraiment être très mal conseillé pour faire un token Genesis comme ça. C'est n'importe quoi. N'importe quel financier sait que ça fera fuir tout investisseur de long terme. Bon, enfin bref, revenons sur les analyses de prix. Est-ce qu'on en refait d'autres ou on fait du hasard, on fait des exos comme d'hab? Donc là, hein, le système classique, anomalie sur la tendance, vous pouvez pas ça, vous pouvez pas passer à côté, ça doit vous marquer très vite. Ah, Teladoc, oui, très intéressant. T-Doc, T-Doc. Ok, alors, Teladoc. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, comme d'hab, essayez toujours de, avant de chercher à produire du jus de cerveau, ok, à me chercher les structures. Donc là, qu'est-ce qu'on a? C'est du range, ça, hein, on est d'accord? Enfin, c'est plutôt range, ok. Hebdo. Oh boy. Donc là, on avait tendance, contexte renversé. Il y a forcément une troisième qui arrive sur ce truc-là. On est d'accord? Normalement. Et on l'a pas, hein, elle n'est pas en retard ni rien. Donc là, on est passé de haussier à baissier. Donc qu'est-ce qui se passe? Bah, soit on rebondit chercher une troisième. Il y a quand même eu une belle tendance, hein. Enfin, tu vois, ça pour moi, c'est quand même un vrai mouvement de tendance. Ouais, moi je pense qu'on va Ça, c'est au moins neutre. Mais bon, on parle d'un truc qui vaut 75 $ avec une troisième borne actuellement pricée vers 200. Donc, ça vaut quand même le coup de rester haussier. En termes de ratio risque-rendement, hein. Tu risques 75 $. Là, vu la taille du canal de tendance, tu peux pas acheter un levier, hein. Tu risques 75 $ pour en gagner 125. Et c'était précédé d'une tendance. Donc ça veut dire qu'avec un précédent de tendance, normalement, la troisième borne, on va toujours la retaper, hein. Maintenant, il faudra être patient, peut-être. Parce qu'évidemment, quand tu manges un machin comme ça,
Voilà. Quelle est l'option numéro 2? C'est-à-dire si vraiment la situation, elle devait perdurer, vraiment baissier. Ah oui, non, mais il faut vous mettre sur le bon time frame, les cocos, hein. Là, pour moi, si vous faites l'analyse en daily, ça va pas, hein. Là, en hebdomadaire, j'ai bien une tendance, je ne peux pas dire le contraire. J'ai bien un range mature, un breakout ici, un pullback là. Voilà, donc là, j'ai une tendance qui est finie. Donc, on va chercher une troisième. Clair, net, précis. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin que ça. Ah, t'as pas réussi à visualiser. Bon, on recommence. Alors, donc, rappelez-vous comment vous analysez vos trucs. Vous allez toujours, d'accord, si vous démarrez votre analyse en daily, ok, là, tu as ta moyenne au niveau du contexte baissier, enfin, au niveau du contexte résistant, les deux baissent. Bon, ça commence à avoir une gueule de tendance baissière, là. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Derrière, tu reviens dans l'historique, tendance haussière. Bon, là, tu fais OK, c'est trop n'importe quoi. Haussier, baissier, ça peut clairement pas être là. Dans tous les cas, tu vas monter sur le time frame supérieur. Là, tu as un truc bien propre, tu as une belle tendance. Mais qu'est-ce que tu fous sous les moyennes? Là, tu vas te dire, oh là, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il y a forcément un truc qui colle pas. On est d'accord? Donc là, tu fais ton analyse. Qui dit tendance dit que tu dois donc t'assurer qu'il n'y ait plus rien sur l'UT supérieur. Là, c'est clairement plus rien en mensuel, il n'y a pas assez. OK? Donc on est sur le bon time frame, ça, il n'y a pas de souci. Et après, on regarde le marché à travers le même prisme de lecture à chaque fois. On va regarder les cycles, les contextes et la moyenne. OK? Cycle, contexte, moyenne. Et on doit trouver un range mature qui précède. Bon, bah là, c'est le cas, hein, y a pas de souci. On a bien frappé les bornes. Ça break ici. OK? On voit bien la cassure de cycle. Ça marche jusque-là? OK? Les prix accélèrent et clôturent à travers les contextes. OK? Et la moyenne s'installe sous les contextes ascendants. Bon, jusque-là, normalement, il n'y a pas de souci. Ça, c'est bien une tendance. OK? On a tous les éléments pour dire qu'il y a eu un breakout et qu'il y a installation d'une tendance. OK, le pullback, il est où? Est-ce qu'il est là? Oui ou non? Eh ben non. Non, non, c'est. Alors, si le range sur l'UT inférieur, il est probablement mature, là. Attends, ça a fait un gros triangle, ou voilà. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas eu le temps de finir un cycle vendeur. Bref, c'est reparti un peu trop vite. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Un suivi de tendance. Probablement. Donc, le pullback, c'est bien maintenant qu'on est en train de le faire. C'est ça le pullback de notre tendance. Alors, niveau profondeur du pullback, on est sur du fou furieux, là. Normalement, on retrace 23,38. Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc? Fin de cycle vendeur. Oui, oui. Ah non, mais c'est absolument obligatoire. Pas de pullback si on n'a pas pris le temps. D'accord? Les pullbacks où ça replie comme ça et ça repart, non merci. Toujours ça. On retrace au moins 23% parce que les pullbacks qui retracent rien du tout, non merci aussi. Voilà, c'est juste que c'est un pullback hyper profond à la hauteur de l'excès ici, hein. Là, on est quand même monté vénère. Normalement, on est supposé être divergent par là. Donc moi, je pense que la divergence, elle est là. Et qu'on avait premier suivi de tendance, deuxième, qu'on est en train de faire un énorme pullback, parce que normalement le pullback il repasse pas sous les suivis de tendance, mais là, à mon avis, on est sur un machin mais tellement survendu que quand ça va repartir, ça va choquer du monde, hein. Donc là, la structure est complètement folle furieuse, parce qu'on est vraiment sur des tendances haussières hebdomadaires non terminées, d'accord? Je pense qu'on est en train de faire le pullback, alors du coup, ça sent le pullback où on a retracé 76% du truc, les gars. Donc, est-ce que on va faire un range vendeur sur un truc comme ça? Non, sinon on va à zéro. Donc, donc moi perso, je pense que là, c'est soit on va faire un triangle, histoire de dire qu'on prend le temps, mais on a déjà fini le cycle vendeur. Donc quelles sont les probabilités qu'on squeeze la troisième borne ici? On est d'accord qu'elles sont grandes. En éliminant toutes les probabilités, ici, la probabilité de squeezer la troisième borne, vu la profondeur du pullback, le fait qu'on a déjà fini le cycle vendeur, etc.,
On est même passé sous les moyennes. C'est dire. Moi, je pense qu'ici, il y a toutes les chances qu'on squeeze la troisième, hein. OK? Donc, ça veut dire, derrière, je pense qu'un truc comme ça va installer un ATH, et après, on s'arrête. D'accord? Donc, quand tout le monde va se chauffer le cul là-dessus, là, bon, je ne sais pas quelle raison, mais si on fait un excès final sur ce truc, tout le monde va être complètement fou furieux en mode ça y est, c'est le futur, Teladoc, Cathy Wood avait tout compris. Non, non, moi je me casse, hein. Dès qu'on refait un ATH sur ce truc, je prends ma thune et je veux plus entendre parler de rien. Mais je pense qu'à la troisième borne, je ferai clairement pas de TP, moi. Bah non. C'est ça que vous comprenez pas. Un crack, c'est quoi, les gars? C'est des creux et sommets descendants. Ça fait toujours suite à une bulle spéculative. Là, moi, j'ai juste un marché survendu de nique sa mère. Et je peux vous dire que j'en ai mis de la thune sur Teladoc, hein. Je parle pas d'un achat avec 300 $ là. C'est probablement la biotech que j'ai le plus en portefeuille, Teladoc. Entre Teladoc et CRISPR, j'ai bien chargé, hein. Non, après, bon, vous faites comme vous voulez, comme d'hab, mais bon, moi, je sais que ça, c'est n'importe quoi et qui reste de la tendance. Donc, moi, j'ai pas peur, si tu veux, à partir du moment où je connais mes modèles, je sais où se trouve ma prochaine gestion du risque à 200 $, mais je sais que, vu le repli qu'on a, j'ai pas peur de dire que c'est un pullback extrêmement profond, mais c'est pas un crack. Pour un crack, il faudrait réellement que ça, ce soit une bulle spéculative. Ça n'en a pas du tout la gueule. C'est vraiment excessif, mais qu'est-ce que ça veut dire, les excès? Vous connaissez les structures de tendance. Normalement, un truc comme ça aurait fait ici un suivi de tendance plus rapide. C'est-à-dire qu'on a été un peu trop long ici, à mon avis, mais pas suffisamment pour faire un pullback. Donc, on vient ici, premier suivi de tendance, on aurait dû repartir un peu plus vite, faire un deuxième suivi de tendance, faire une divergence et faire notre pullback. Donc, vous voyez qu'au final, c'est juste que ça a été très excessif. Mais, mis à part ça, c'est la structure de tendance que vous connaissez. Bon, voilà. Ça veut juste dire que là, on a été très excessif, pas du tout bullesque. Hein, ça a clairement pas duré assez longtemps pour avoir une bulle. Donc, bah voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une belle divergence avec un exit. Ça veut dire qu'on va casser le premier support en général. Donc oui, le pullback est extrêmement violent. Oui, il retrace 75%. Mais ceux qui appellent ça un crack, non, rien compris. Mais oui, c'est les mêmes gogoles sur les réseaux qui vont te dire « Ah, Cathy Wood, elle est complètement à côté de la plaque, elle va cracher tous ses investisseurs. » Bah, moi, je peux te dire surtout que l'investisseur qui a acheté Arc Genomics ici et qui le vend ici, il est débile. Il n'y avait rien à acheter ici, et il n'y a certainement rien à vendre ici, si ce n'est qu'il fallait faire l'inverse. TP et achat ici. Maintenant, moi, je te le dis, perso, là-haut, j'aurais jamais imaginé qu'on baisserait autant sur un truc comme ça. Mais maintenant que ça a baissé, moi là-haut, j'achetais pas. Mais je savais très bien que je voulais charger ces trucs-là dans le portefeuille. Je te le donne, hein, mon prix d'entrée sur ce truc-là, c'est 88. Donc tu vois, je suis pas non plus... je suis encore en dessous de mon prix d'entrée là aujourd'hui. Donc tu vois, faut arrêter ce délire de les professionnels, ils achètent toujours tout en bas, etc. Ah non, moi je cherche la valeur. Je sais juste que depuis 88, c'est n'importe quoi. Et que ça va bourrer, voilà, c'est tout. C'est pas compliqué. Moi, ici, j'avais du TP, j'achète le bottom suivant. C'est ce que je fais toujours. Donc ici, c'était survendu, mais même pas je réfléchis, j'achète tout de suite. Bon, bah du coup, il me rajoute quoi? Ça veut dire qu'à 88, j'aurais pu payer 30% moins cher. Oh my God. Non, mais si tu veux, si tu attends toujours les dernières des marques et que tu penses qu'il faut acheter tout en bas, non. Il faut vraiment attendre la valeur et de comprendre que bah, là, voilà, pour moi, d'un point de vue gestion de la valeur, ça vaut largement le coup de se positionner à l'achat. Ok, donc viser un ATH là-dessus, mais je pense pas qu'il faudra être trop optimiste non plus. Ok. Pour bien faire, Phil, tu aurais eu l'achat au 11 octobre, non? Tu avais les signaux, tu avais le TP, le triangle. C'était ça l'achat du pullback, non? Octobre. Ouais, mais take profit égale. Ça peut descendre plus bas, ouais. Oui, et puis c'est un achat de deuxième borne ici. Ça veut dire que ça, c'est réservé aux expérimentés, hein. Normalement, pullback, vous achetez la quatrième borne. Tu vois ce que je veux dire? Si ça s'était rebondi ici et qu'aujourd'hui, on tradait à peu près les mêmes prix, mais avec une troisième borne déjà faite,
Là, j'ai aucun souci à vous dire d'acheter le pullback. Là, je vous dis, vous êtes en train d'acheter des deuxièmes bornes. C'est hyper vénère. Vous ne savez pas faire. Moi, je l'achète parce qu'on est complètement excessif et que je pense que maintenant, on a des probabilités de squeezer la troisième. Mais c'est que des probabilités. Ok. Là, moi, ce que je veux que vous sachiez, c'est pas de me sortir une gestion du risque à l'achat parce que vous ne savez pas faire normalement achat de deuxième borne. C'est beaucoup trop compliqué à faire. Mais ce que vous devez être capable de faire là, tous, de niveau vert ou jaune, enfin un bon vert ou jaune, c'est de voir que la structure de tendance n'est pas finie. Est-ce que vous le voyez ça tous ou pas? Et qu'il y a clairement des excès haussiers, donc les excès haussiers, ça peut être deux choses. Soit c'est le signe de tendance sur les UT supérieures, soit, bon, c'est des excès. Moi, je pense clairement qu'ici, c'est juste excessif, parce qu'à ce moment-là, c'était n'importe quoi, c'était post-Covid, les mecs achetaient tout et n'importe quoi. Mama Cathy, c'était la nouvelle déesse de l'investissement. Bon, ben voilà, c'est devenu maintenant la risée des investisseurs, mais c'est débile, tu vois, pour moi, c'est de dire, il y a encore du potentiel haussier, c'est juste que dans un marché normal, on aurait évolué autour de ça comme rythme. Et là, on s'est dit, wouh, to the moon, puis to the cave, mais au final, on va quand même au même endroit. Hein. Si tu raisonnes valeur, tu vois que ce truc-là a encore du potentiel. Maintenant, si tu raisonnes prix, bah, tu t'es fait laver le cerveau. Vous voyez pourquoi je vous dis de faire attention avec toutes ces conneries? Quand vous avez un modèle, ça ne veut pas dire que derrière, tu auras raison. Ça veut juste dire que moi, quand je vois ça, j'hésite pas à mettre de la thune. Et l'avenir dira. Mais ce que je peux te dire, c'est que je connais trop bien mon métier pour te dire que si j'ai 100 fois des graphiques similaires à ça, j'hésite pas à me positionner 100 fois dessus et que j'aurai bien plus raison que tort. Et que sur les 100, je suis sûr de gagner de l'argent. Maintenant, est-ce que sur Teladoc, ça va permettre de gagner de l'argent? Je ne sais pas. Ok? Vous bloquez jamais sur ce truc-là. Si vous mettez all-in sur un marché, ça va pas. Hein. Moi, je vous l'ai dit, j'ai surpondéré. C'est-à-dire que Teladoc, je dois avoir 4% du capital dedans, au lieu de 2. C'est surpondéré, ça veut dire que je fais des choix de pondération pour des raisons que je vous ai données, mais ça reste toujours dans la mesure d'une gestion du risque. Si le mec, là, il arrive et il me fout 30% de son portefeuille dans Teladoc, oh putain, mon god, ça va être compliqué. Voilà. Dans tous les cas, il faut rester dans de la gestion du risque. La gestion du risque, normalement, vous connaissez, c'est 2% de risque maximum sur un trade. Et là, vu la taille du canal de tendance, vous êtes obligé de payer spot. Voilà. Maintenant, si vous êtes chaud, dans ce cas-là, en gestion, il y a des raisons qui peuvent inviter à mettre un petit peu plus de capital sur un truc, mais ça doit toujours rester dans la norme de la gestion du risque. Voilà. Ok, autre chose? On est à mi-chemin, oui pro. C'est ça? Ou oui pro ou limited? Ok. Alors, on va faire comme vous devez faire. Hein. Vous partez toujours du daily. Ok. Bon, là, il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Tendance. Donc, on va tout de suite regarder au-dessus. Tendance. Donc, on va tout de suite regarder au-dessus. Ok. Oh boy. C'est un sacré petit machin, ce truc-là. Ok. Donc, on serait en tendance aussi. Est-ce qu'on sort d'un range mature? Oui. Oh, c'est funky furieux, votre histoire, là. Alors, théoriquement, ce serait breakout mensuel. On est validé, confirmé, oui. Donc, on serait au premier suivi de tendance. Est-ce que ça marche pour tout le monde ou pas? Oula, pourquoi on voit pas le même truc? Alors, les tendances multi-time frame, je pense qu'on est effectivement dans ce cas de figure-là, mais vous, je veux que de base, vous restiez sur les schémas majeurs, surtout si vous êtes vert. Tendance multi-time frame, c'est niveau orange expérimenté. Vous êtes 2 crans au-dessus de ce que vous savez faire aujourd'hui, donc non.
vous trouvez déjà la tendance majeure, donc de lutter la plus large, et vous me trouvez sa maturité. Déjà, ça, ce sera pas mal. Pour moi, il n'y a aucun doute que c'est le mensuel. On le voit bien, hein, que ce soit au niveau des cycles, c'était bien du range. On a aujourd'hui une moyenne qui commence à se quantifier, des prix qui accélèrent, on tient les clôtures au-dessus des contextes. Ça, vous devez être capable de voir que là, il y a un breakout qui vient de se produire et il est déjà validé et confirmé. Voilà. Donc, quand le breakout il est validé et confirmé, qu'est-ce qu'on fait? On ne se pose pas la question de savoir est-ce que c'est le futur, pas le futur. On est quand même sur du mensuel, donc il faut quand même, je pense à mon avis, analyser un petit peu Wipro. Mais normalement, si on fait abstraction de ça, d'accord, et du time frame, et ça, il faut buy, point barre. Buy. On regarde la moyenne, on regarde le premier suivi de tendance, donc moyenne daily, je te parie qu'elle est là. Voilà, hop. Bon, ça, c'est un magnifique suivi de tendance. Allez, hop, merci. Wipro en portefeuille. C'est quoi comme secteur? Oh putain. C'est en quelle devise? C'est en dollars? Ok. Ça fait quoi concrètement ce truc? Ah, les résultats sont beaux et tout. Franchement, ça, je suis super chaud, moi. Full stride. Oh, cloud service. Oh. Ouais. Bon, après, faut pas trop juger. J'avoue que j'avais pas prévu d'investir là-dedans, mais tu vois, un truc comme ça, moi, je me pose pas de questions. Hein. Je vois tout de suite un trade, je vais le prendre. Hein. J'ai remis du cash en plus ce matin sur le compte titre, donc c'est parfait. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, non, ça c'est autre chose. Je vais me le marquer. De ça tout à l'heure. Donc Wipro. C'est 8, le signal, c'est ça? WIT. C'est au Nasdaq. C'est coté où, du coup, ce truc? Non. Là, on a pris la version américaine. Hein. Ah, ok, d'accord. Mais ça, c'est coté sur plusieurs places boursières. Le Wipro indien, c'est... Ah, bah ça, c'est bien. Ah non, mais si, ça me plaît, par contre. Un truc infotechnologie dans les émergents. Oui, carrément. 8 indien, mais par contre, c'est vrai que je le prendrais bien. Fais voir dans sa devise naturelle. Non, Wipro. Est-ce que je le prendrais pas en rupees? Ah oui, là, on n'est pas sur le même truc. Donc, pareil, un effet de change. Wow, ok, totally different story. Ok. Donc, là encore, faites gaffe aux effets de change. Donc, là, si on parle d'une entreprise indienne, faut faire gaffe. Faut faire gaffe à la devise. D'accord? Là, vous voyez bien que j'ai pas du tout le même actif. C'est le même schéma, hein, d'accord? C'est breakout d'un range acheteur, etc., etc. Mais toujours vous posez la question quand même de ce que vous achetez. Donc c'est vrai que là, si on paye en dollars pour une entreprise indienne, IT Consulting and Business Process Services Company Worldwide operates through 3 segments. Ok, il faut savoir dans ce cas-là... Non, c'est pas le PE ratio qui m'inquiète. C'est les effets de change. Il faudrait savoir où sont réalisés les profits de ce type d'entreprise. C'est juste pour savoir si la plupart des profits sont réalisés à l'étranger ou aux États-Unis. Il faudrait que je récupère cette info-là. Bon, de toute façon, avant d'acheter, de mettre un truc en portefeuille en mensuel, ok, si vous croyez que je vais juste appuyer sur le bouton achat, vous plantez. Je l'ai toujours dit, en mensuel, il faut faire une analyse de fond. Il ne suffit pas juste de regarder les prix. Mais bon, d'un point de vue prix, ce qu'on a regardé tout à l'heure, c'est-à-dire si on fait abstraction de tout ce qui est EO, on fait du mensuel, il faudrait peut-être vous réveiller, d'accord? Si vous voyez ce genre de graphique et que vous n'achetez pas cette putain de moyenne 20 en daily, il va falloir revoir l'application de la stratégie. Parce que là, ça, c'est un vrai beau, magnifique suivi de tendance à faire. Ok? On fait des exercices là, on est d'accord. Comme je vous dis, après, il y a toujours, avant d'investir en mensuel sur une valeur,
il y a effectivement d'autres choses à voir. Mais là, si vous ne voyez pas que la structure de prix, si vous la voyez sur n'importe quel graphique, il faut payer la moyenne les yeux fermés, voilà. Et ce que je veux dire, c'est que après, il ne faut pas vous dire du coup, ouais, mais alors du coup, ça sert à quoi qu'on apprenne les structures de prix si de toute façon, il faut faire des analyses fondamentales et tout ça, tout ça. Je déconne pas, hein. Vous mettez 2% de capital sur un truc comme ça, vous le faites à chaque fois que vous avez ce genre de graphique, vous prendrez de la thune. Hein. C'est juste de dire, après, dans la pondération et dans la construction d'un portefeuille, en mensuel, oui, évidemment qu'il faut faire une analyse fondamentale. Mais c'est un autre niveau de trading. Déjà, de base, si vous savez trader les prix correctement, vous verrez que ça marche déjà vachement mieux que d'y aller au pifomètre. Ça, j'ai aucun souci à vous dire que ça va quand même monter. Hein. Que ce soit une bonne boîte ou pas, qu'elle réalise son profit, etc. C'est juste que si je veux vraiment tenir la tendance mensuelle, il va me falloir d'autres raisons que juste l'achat de la moyenne, quoi. Ok ? Oui, en plus, la troisième borne est bien neutre. Non, mais ça, c'est tout bon, ça. Il n'y a pas de souci. C'est un beau suivi de tendance à prendre. D'un point de vue technique, si vous vous posez des questions face à un truc pareil, ça va pas. C'est la base de ce que vous devez repérer comme le début d'une tendance haussière. Avec un break validé confirmé, il faut payer, point. Voilà. Maintenant, comme on l'a dit, je vous fais travailler sur des graphiques. On l'a vu que la version indienne avait plus d'historique et qu'il y avait des trucs avant assez... voilà. Il y avait déjà eu des bouts de tendance. Donc, toujours dans le contexte de ce que vous regardez. Mais là, on fait des exercices pratiques. C'est-à-dire, on regarde des graphiques et on analyse ce qu'on a. Ça, il n'y a qu'une seule conclusion possible. Achat, suivi de tendance, terminé. OK ? J'aurais pas dû vous parler du reste pour l'instant. Ok, un autre. C'était quoi l'autre truc que tu me disais ? Shopify. Ouais, bah tiens. Oh boy. Ok. Alors allons-y. Ok. J'enlève les prix hein, juste pour que vous vous rendiez compte. Donc, est-ce que j'ai bien un range ici ? J'ai l'impression que oui. Ok, super. Donc, j'ai bien un range mature, un breakout par là, des prix qui éclatent les contextes, des cassures de cycle. J'ai bien une tendance, sauf que, qu'est-ce qui se passe ? Ça fait un peu longtemps là quand même pour la tendance. D'accord ? Là, j'ai toujours pas eu de pullback. On va dire jusque-là, ça va. Ouh là, ça commence à devenir un peu excessif, là, tout ça. Là, on est vraiment sur de l'excès. Et là, oh mamacita, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Bulle spéculative. D'accord ? Ça, il n'y a pas de doute, ça peut être qu'une bulle spéculative. Ça, c'est un vrai crack. Ça descend, ça va rebondir. Et là, vous pouvez shorter nique sa mère, ce truc-là. Ça va s'écrouler. Bon, il faut d'autres trucs derrière. Il faut d'autres trucs hein, avant de shorter une bulle, etc. Il faut analyser le supply. Il faut analyser le supply. Il faut analyser... Ouf. Ouais, non, c'est liquide hein, quand même. Non, ça va peut-être pas cracher, mais alors ça, c'est tellement excessif qu'avant que ça reproduise de la hausse, vous n'êtes pas prêt de revoir des gains là-dedans. Hein. Puis moi, ça rebondit, je short nique sa mère. Hein. Non, après, il y a du volume. Hein. Donc, faut aller plus loin, ça. Disons qu'avant de le shorter, il va falloir que j'analyse pas mal de trucs. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que là, voilà. Moi, j'ai une structure de bulle absolument sans commune mesure. Donc, à mon avis, tout ça, c'est résistant maintenant. Hein. Donc, ça va devenir très compliqué de retrouver des acheteurs dans un machin pareil. Mais que ce soit une machine à cash, j'en ai rien à foutre. Moi, je traite des structures, mon cher ami. Tout ce que je peux te dire, c'est que ça, c'est même pas un excès, c'est une bulle spéculative, point barre. Voilà. Faut vérifier, hein. C'est vrai que les volumes ici m'inquiètent. Ah oui, après, c'est en train de... Oui, ok, d'accord. Là, il y a quand même une belle... Bon, ok, il faut analyser, ok ? Il faut analyser pour voir derrière. Mais justement, est-ce que le business model peut se maintenir ? Bon, Shopify, je peux te le dire, pour avoir entendu parler du truc, je sais déjà qu'il ne faut pas mettre ça en portefeuille. Ça a été complètement suracheté. Les profits, à mon avis, c'est
C'est de la hype de court terme. Je vois difficilement le rythme de croissance être maintenu dans les prochaines années. Donc, je pense pas que ce soit une bulle, mais je pense que la valorisation, elle va rester là. Tu vois, c'est-à-dire, pour moi, ça reviendra pas à 130 $ le machin, tu vois. Une bulle, c'est vraiment, ça va retourner au même prix qu'à la base. Là, je pense que c'est pas le cas. Je l'ai vu sur la distribution des prix, il y a des trucs qui collent pas. Mais ça retournera pas à 130, mais ça va pas dépasser 1700 avant un bon moment. Et ça a plutôt intérêt à continuer de faire du cash, hein, parce que là, boy, ça fait... On est sur une année, hein, d'accord? On est à 2-3 milliards, c'est valorisé 80. Donc là, le PER, on est sur du coquin. Hein. Ils ont craqué ou quoi? Le PER 30? Ah oui, mais si, remarque. Oui, 3 fois. Oui, si, 30. Non, oui, c'est pas oufissime. Mais c'est de dire, là, on est à 30. Là où on était à 90, je sais pas combien. Enfin, c'est n'importe quoi. Moi, j'achèterais pas ça. Hein. N'achetez pas des deuxièmes bornes de range avec un truc pareil. Regardez comment on est loin de la valeur. Donc là, il faut laisser le temps au truc de se restabiliser. Et après, on rachète. OK? Ça, vous attendez des ranges matures. De toute façon, c'est clairement beaucoup trop excessif, voire bullesque. Donc, restez tranquille. OK? Il faudrait voir si là, il n'y a pas des tendances multi-time frame. C'est possiblement le cas, mais vous ne savez pas faire. Donc, de toute façon, ça nécessite une analyse plus poussée que vous ne savez pas faire. Mais j'espère que vous êtes capable de voir les anomalies. Hein. Enfin, voilà, par rapport à vos structures de tendance, ça, c'est du grand n'importe quoi. Est-ce qu'on est d'accord pour tout le monde ici sur la structure vraiment particulière? Vous devez voir que ça colle pas avec ce que vous connaissez. Hein. Donc après, est-ce que c'est un excès, est-ce que c'est une bulle? Ça, c'est un expérimenté qui vous le dira. Mais vous, il faut que vous voyez direct que là-dedans, si vous me faites de l'achat de pullback ou je sais pas quoi, ça va mal se passer parce que c'est probablement plus compliqué que ce que vous pensez. Et pour le coup, c'est le cas en plus. Non, oui, mais avoir les boîtes disjointes, c'est pas grave. Un petit peu. Là, c'est juste de dire ta tendance, elle dure depuis un bon moment quand même sur ton UT de référence. On s'est vénère éloigné des moyennes là quand même. Et puis ta structure, tu vois bien qu'ici, on aurait dû faire un pullback et qu'on l'a pas fait et qu'on est reparti, mais vénère derrière. Bon, merci le Covid, hein, on va pas se mentir. Mais en temps normal, ce truc-là, ça aurait dû faire un pullback par là. Là, ça n'a pas été le cas et on est reparti quand même chelou vénère. Hein. On est passé de 300 $ à 1700. Voilà. C'est une crypto, le machin. Hein. Voilà. Donc, il faut se poser des questions sur la valorisation, etc. etc. Comme je vous dis, ici, il faut faire une analyse un petit peu plus poussée, volume, etc. Il faut écarter la bulle. Là, on voit tout de suite que ce n'est pas une bulle. Mais par contre, c'était tellement excessif qu'il va falloir attendre que ça se restabilise. OK, autre chose? EBTC. Commence mal, ça. Ah bah, ils ont un joli ticker, eux. Ah oui, Bancorp. OK. CD Projekt. Oui, CD Projekt, très intéressant en plus. Alors, donc en daily, on commence d'ici. On est d'accord que j'analyse en temps réel. Hein. Donc, ça, tendance, égale, avant de réfléchir, je vais au-dessus. OK. Là, j'ai l'air d'avoir un range, mais il a été précédé d'une tendance. Donc, mensuel. Ouais. OK, c'est un peu funky le mensuel. Mais on a quand même un truc tendanciel. Bon, là, c'est le Covid, on est d'accord. Ah, quoique. Ah oui, si, c'est le Covid qui a mis un coup de plus. Wow, c'est spécial ça comme truc. C'est très très spécial. J'en ai pas beaucoup en tête des comme ça. Parce que ici on a quand même un beau range mensuel. On a bien un breakout, mais de type range. On a bien les cassures de cycle. Ça a bien été validé, confirmé à peu près par là. Donc on a bien tendance, validé, confirmé. Là normalement on aurait dû avoir un suivi de tendance, mais on se retrouve avec un pullback. Donc c'est un marché qui a fait aucun suivi de tendance et qui nous fait un... Ouais, bon, ok.
D'accord. On est revenu taper le niveau de breakout. Vous êtes tous d'accord? D'accord, le niveau de breakout est là. Donc le Covid a marqué la fin du truc. Voilà, là ça sent le... J'ai une première vague très molle. Ça fait tendance range. Vous vous rappelez, dès que vous avez ce truc-là, vous faites « Ah, c'est quoi ce bordel? Je vois bien tous les éléments de départ de ma tendance et ça veut pas partir. » Et je me mange un pullback qui revient revisiter le niveau de breakout, mais ça maintient des creux ascendants. Hein. Donc là, moi tout de suite, par élimination, je me dirais « Ok, ce truc-là, je vais pas m'y opposer. Je vais le laisser breaker une deuxième fois et j'achèterai vers l'overlap si ça se produit. » Ok? Enfin, moi, c'est ça que je ferai là. C'est-à-dire, je vais le traiter comme une tendance, mais il y a un truc qui ne va pas dans la structure, donc beaucoup de prudence. On réduit sa prise de risque dans la phase préliminaire. Est-ce que vous l'auriez fait tout seul, cette analyse, ou pas? Celui-là, il est vraiment chiant. Hein. Je suis d'accord que c'est vraiment pas facile. Hein. Si vous vous êtes planté là-dessus, pas de souci. Mais en écartant, vous voyez, j'utilise tout le temps les mêmes règles. En écartant les trucs, en écartant tout ce qui... Enfin, en faisant le travail d'analyse, tu te poses d'abord sur le bon time frame, tu regardes la structure, et là, voilà. Et oui, mais d'un nouveau breakout mensuel, il faut que tu comprennes que celui-là, il a beaucoup de chances d'échouer également, et que s'il y a réellement tendance là-dessus, donc pareil, on parle de mensuel égal, il faut faire une analyse fondamentale du truc, mais je pense que ça risque d'échouer à nouveau avant 64, de venir se poser en overlap, et s'il y a réellement une tendance, ça mettra encore 10-20 ans. Mais c'est quoi ce truc? Parce que tu vois ce que je veux dire, prévoir là des tendances dans 20 ans, il faut quand même être... Donc, on est d'accord que je fais l'impasse sur l'analyse fondamentale de ces trucs-là. Quand vous voyez ce genre de structure de prix, okay, il faut vraiment avoir ce réflexe-là. Pour moi, l'analyse de la structure, elle laisse déjà à penser que c'est pour de la tendance, il y a trop d'anomalies. Ok? Donc, volontairement, aujourd'hui, on fait l'impasse des analyses fondamentales et tout ça pour éviter de vous embrouiller. Mais là, il n'y a qu'une seule conclusion. Trop d'anomalies égale, on reste tranquillou si on veut vraiment faire de la tendance. Hein. Ou, encore une fois, on va ailleurs. Hein. Il y a une infinité de produits sur lesquels vous pouvez investir. Il vaut mieux investir sur des vraies belles tendances. Non, ça pourrait pas... Ça colle pas. Non. Pour moi, il n'y a qu'un seul truc qui colle là-dedans. Hein, c'est un pullback qui revient visiter le niveau de breakout. Je connais le truc, c'est attends d'en savoir un peu plus tard. C'est peut-être une vague 5 étendue et ce sera beaucoup plus intéressant dans ce cas-là de te positionner plus tard, là où il y a moins de risques. Là, en gros, c'est du trading de range acheteur, de range haussier. Ça veut dire qu'il y a quand même une petite composante tendancielle dans le truc, mais globalement, ça se trade comme un range. Donc, comme ici, on fait des analyses de tendance, il y a probablement d'autres actifs qui sont en tendance. Va plutôt sur ces actifs-là. Tu as moins de risques à trader une tendance qu'à trader un range tendanciel. Oui, ou là-dessus, dans ce cas-là, tu peux trader borne neuneu si tu veux, mais plutôt à l'achat. Enfin, dans ce cas-là, tu achètes les bornes neuneu à l'achat. Ok, autre chose. Ah oui, CDR, on avait dit CD Projekt. Tac. Bon, no shit Sherlock, j'en ai en portefeuille. Alors, on revient en daily. On fait toujours ça, hein, d'accord? Même process d'analyse, vous répétez, repeat. Moyenne, contexte baissier, ce serait tendance baissière, sauf que, ah merde, on est précédé d'une tendance haussière. Oh bordel. Donc ça, c'est tout de suite, je ne suis pas sur le bon time frame. Hein. Pas de tendance baissière après des tendances haussières, c'est le signe de range sur les UT supérieures. Ok, là, j'ai bien mon range, précédé d'une belle tendance haussière. Ok, je vais regarder sur l'UT supérieur. Ah, tendance haussière en mensuel. Donc, qu'est-ce qui se passe? Avec le niveau vert-jaune, hein, vous savez que c'est le mensuel qu'il faut analyser, mais par contre, vous savez qu'on a une tendance multi-time frame là, daily, hebdo, mensuel. On a passé 3 time frames en tendance. Hein, donc, normalement, ça doit vous dire, déjà là, je vais demander l'avis d'un expérimenté, mais vous, au départ, il faut me trader ce truc-là. Ok. Donc, en mensuel, est-ce que j'ai un range mature qui précède? Non. Autrement dit, vous avez affaire à un actif qui se retrouve tout de suite en tendance mensuelle sans sortir de range. Donc, vous, pour la tendance, vous êtes obligé de revenir avant. On est d'accord ou pas? Si ce n'est pas le cas, vous me le dites, les gars. Mais normalement, tout ce que je fais là, vous devez être capable de le faire tout seul. C'est les règles que vous connaissez et qu'on a appliquées à chaque fois.
Donc le mensuel, vous n'avez pas les éléments de lecture de la tendance parce qu'il n'y a pas le range qui précède. Donc on est obligé de revenir un cran avant sur l'hebdo. Ok, en hebdo, est-ce qu'on a un range? Oui, ok. Je prolonge mes boîtes de contexte. On a bien les bornes. Ok, le breakout, les cassures de cycle. Breakout. Tendance à partir de là. Ok. Donc en hebdo, on est bien. Derrière, pullback. Est-ce que le pullback, il est là? Oui, non, pourquoi? Hyper important. Hein. Donc attendez, je vais faire le vote. Donc je vais mettre OK et not OK. Allez-y, votez. Vous êtes beaucoup plus nombreux que ça, donc vous vous sortez les doigts, s'il vous plaît. N'ayez pas peur de dire des conneries, mais si vous vous impactez pas dans le truc, enfin, si vous vous... Il faut pas avoir peur de dire une bêtise, mais il faut pas rester distant. Si vous prenez de la distance avec les cours, imaginez ce que vous allez faire avec le trading. Ah bah si, attends, Fred, le range, il y est, hein. On a bien fait 3 bornes ici sur le canal de tendance. Donc là, au niveau du retracement, ça marche aussi. C'est pas ça qui passe pas, à mon avis. Au niveau du retracement, on a retracé 38%. Ah, sur mobile, ouais, non. Ok. Bon, donc là, il n'y a pas de souci. Le range du T inférieur, c'est bon. Le retracement 23%, c'est bon. La fin de cycle, c'est bon. Mais qu'est-ce qui marche pas? Voilà. Il n'y a pas de clôture sous les 50% de contexte. Ça ne tient pas. Voilà, à chaque fois, on revient clôturer ici. Donc, vous voyez qu'on ne tient pas dans la partie basse du canal. Donc là, pas de pullback. Mais là, par contre, est-ce qu'il y a pullback ici? On vérifie tous les éléments. On a bien fait contexte, contexte, rebond, puis cassure du plus bas. Donc il y a bien une troisième borne ici. Sur le canal de tendance. Hein. On a bien fini le cycle vendeur. On a bien clôturé sous la partie basse du canal. Et on a bien retracé 23%. Enfin, je pourrais vérifier. Donc là, ici, est-ce qu'on a le pullback? Oui, super. Donc, pullback ici de ma tendance. Donc ça, c'était probablement un suivi de tendance. On verra plus tard. Et donc, bah, divergence ici, même si ça ne diverge pas beaucoup. OK. Donc, un suivi de tendance, puis le pullback. OK. Donc là, qu'est-ce qu'on fait normalement? Ici, on récupère sa thune. Hein, cassure de cycle, on est en débordement des contextes. On n'a pas de signaux de vente, mais là, normalement, ratio 1 pour 1 du pullback égale, ici, vous prenez tous vos profits et je ne veux pas vous voir rester à l'achat d'un truc pareil. On est d'accord, tout le monde là-dessus? Pour vous, le suivi de la tendance ici s'arrête là. Vous récupérez tous vos profits à 35 $, terminé, passez à autre chose. Ça veut dire que vous avez acheté à 7 $, vous êtes monté à 35, vous avez fait un joli gain, et en plus de ça, vous avez eu un suivi de tendance ici. C'est quand même pas mal. D'accord? Là, la taille de votre stop loss, elle représentait... Ça représentait 2,5 $, on va dire à peu près. D'accord? Donc, ça veut dire que là, sur un trade comme ça, au niveau du breakout, vous avez gagné 20% de capital là-dessus. Sans jamais avoir pris plus de 2% de risque. C'est pas beau ça quand même? T'as jamais pris de risque de perdre ta thune ici. Hein. Et je te dis, et là, on compte pas le suivi de tendance. D'accord? Juste avec la taille bête et méchante du stop loss que tu aurais dû mettre ici en breakout, etc. Ah oui, ça a duré 4 ans, oui. Mais avec 2% de ton capital, tu as gagné 20%. Donc après, tu peux aller voir les gogoles sur les réseaux qui vont te dire « Ah, regarde, j'ai fait 1000%. » Et bien là aussi, tu viens de faire 1000%, mais en 4 ans. Et sans jamais avoir pris plus de 2% de risque sur ton capital. Je ne suis pas certain que les gogoles sur les réseaux qui affichent 1000% font pareil.
Et c'est surtout qu'en général, ils vont te dire 1000% de ROI, tu vois, de Return on Investment. Oui, ok, soit, mais toi, ça reste que tu as mis 2% de ton capital là-dessus et que le reste, les 98% restants, tu es allé les investir ailleurs. Mais ça, c'est une vraie belle tendance qui rapporte beaucoup, beaucoup d'argent. Hein. Et elle est justement un peu excessive, puisqu'on le voit bien ici, l'excès final, c'est quand même un beau bébé. Mais là, si vous ne prenez pas vos profits dans des conditions pareilles, ça va mal se passer pour vous. Ok ? Parfois, voilà, il y a des trucs où là, vous allez dire, oh putain, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ok, qu'est-ce qu'on fait à ce niveau-là ? Là, vous cassez toutes les lignes de tendance, etc. Vous ressortez par le haut, c'est-à-dire, regardez, le contexte, il vous donne le rythme du marché. Là, vous êtes en train d'exploser les contextes résistants. Ça réaccélère alors que ça devrait ralentir. Ça doit vous dire un truc, là. Qu'est-ce qu'on fait ? On va tout de suite voir un putain d'expérimenté. Il y a un truc qui va pas. Ok ? Mais vous, il faut que ça, c'est les analyses que vous devez être tous capables de faire en autonomie si vous captez la tendance. Il n'y a rien ici de tout ce que j'ai fait que vous ne savez pas faire. Ok, pour vous, ça s'arrête vraiment là, il n'y a pas de souci. Et là, ça devient excessif, donc là, vous demandez l'analyse d'un expérimenté. Oui, oui, mais quand tu as un marché comme ça qui part derrière de façon beaucoup plus forte, tu demandes à un expérimenté. Donc là, on est d'accord, pour vous, il n'y a plus de valeur à l'achat à partir de 35 $. Là, on est à 100, 115. Ok ? Donc là, de toute façon, ça demande à un expérimenté de faire le taf. Ok ? Et ça continue. Donc là, clairement, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Hein. Comme je dis, c'est soit il y a des tendances sur les UT supérieures, mais en tout cas, vous n'êtes pas sur le bon time frame de référence. Hein. Ok, et ça continue. Ok, et là, on arrive dans la partie moins plaisante. Ok ? Donc là, dans tous les cas, vous savez qu'il y a deux hypothèses. Soit c'est une bulle spéculative. On va le voir tout de suite, c'est pas compliqué. La distribution de volume ne correspond pas du tout à une bulle spéculative. Une bulle, c'est plus ça monte, moins il y a de volume. Hein. Donc là, c'est pas du tout le cas. Vous voyez que le volume est constant. Donc c'est qu'il y a autre chose. Bon, dans tous les cas, c'est excessif pour vous parce que la tendance devait s'arrêter à 35 $. Bon, là, tu me diras, tu vas avoir les boules parce que du coup, tu avais quand même fait x10 et tu te dis, putain, oh, j'aurais pu faire x100. Enculé. J'ai vraiment pas compris comment marchait le marché. Bon, bah là, c'est plus de dire, encore une fois, vous êtes sur un cas particulier où là, bah, la tendance, elle s'est installée direct en mensuel. Parce que là, en fait, on l'a vu tout à l'heure, c'est une tendance mensuelle qui s'est construite sans range préliminaire. Ah oui, merde, j'ai pas vu. On va s'arrêter. Donc, on finit celle-là et on passe sur le range. Hein. Mais donc, voilà, ici, tu es sur une structure mensuelle. Il y a nombre d'anomalies hein, qui te montrent que ici, de toute façon, c'est pas l'hebdomadaire qui fait le travail. Hein. Puisque là, tu vois, tu aurais 1, 2, 3 pullbacks. Voilà. Donc là, il y a clairement un truc qui ne va pas. Tu n'étais pas sur le bon time frame. C'est le mensuel. Et on l'a vu, bah là, malheureusement, c'est en voyant que l'hebdo ne fonctionne pas que tu comprends qu'on est en mensuel. Mais là, regarde où tu es en mensuel. On ne tient aucune clôture sous les 50% de contexte. Tu es toujours complètement en arrachage à la hausse. Donc, on attend que ça veuille bien redescendre. Ça y est, ok. Là, ça y est, on a de la gestion du risque. On est revenu sur les contextes acheteurs, c'est-à-dire on traite les prix. Ok ? Qu'est-ce qu'on attend maintenant sur ce truc-là ? Je vous ai dit, la tendance est mensuelle. Hein. Donc, on l'a vu, mensuel, hebdo, daily, tout est en tendance, donc c'est tendance multi-time frame. Ça veut aussi expliquer pourquoi c'est monté très vénère. Bon, ça, je ne vous ai pas fait le cours sur les tendances multi-time frame, hein, mais donc ici, l'explication, on l'a, hein, ce n'était pas une bulle spéculative, c'était une tendance multi-time frame, daily, hebdo, mensuel. Mais qu'est-ce que ça nous dit surtout ? Quand il y a tendance, il y a installation de valeur. Hein, donc ça veut dire, est-ce qu'on va retourner là sur CD Projekt ? Jamais de la vie. Donc quand il y en a qui vous disent que ça, c'est une bulle spéculative... qu'il faut être crétin pour rester acheteur dans un marché qui a déjà perdu 70%, que la suite c'est de perdre 90 puis d'aller à zéro. Vous les regardez, puis vous rigolez un bon coup, et puis vous tradez en n'écoutant pas ces gogoles. Il y a un pullback mensuel qui va se mettre en place, et de toute façon, ça retournera en ATH derrière. Ça mettra peut-être plusieurs années,
Mais il y a toujours, même avec une tendance multi-time frame, installation et déplacement de la valeur. Le pullback va être vénère, hein, parce que pullback de tendance multi-time frame, en général, effectivement, le pullback, il ne retrace pas 38%. Hein, mais là, c'est juste de vous faire comprendre que quoi qu'il arrive, hein, il y aura une troisième borne à venir chercher. Et après, on fera un ATH quand même. Hein. Donc ça mettra peut-être 5 ans, 10 ans avant de repartir en ATH, mais ça remontera en ATH. Tu es à 170, d'accord, au niveau du prix, pour remonter ici. Donc, tu vois, ça reste quand même sexy. Maintenant, il faut te mettre en mode trading de range. C'est vraiment, je vais acheter le bas du range. Maintenant, tout comme on l'a vu par exemple tout à l'heure sur Teladoc ou des trucs comme ça, en général, hein, ces trucs-là ont une fâcheuse tendance. Quand le pullback est extrêmement profond, comme c'est le cas, perdre 70-80%, ce qui se passe en général, c'est qu'il y a une probabilité non négligeable de squeezer carrément la troisième borne ou de la casser. Voilà. Ça dépendra du rythme de production des bénéfices de ce truc-là. C'est vraiment encore des facteurs fondamentaux. Mais il faut que vous compreniez qu'ici, la probabilité, quand on a mangé un truc comme ça, si on finit le cycle vendeur là très rapidement, c'est qu'on squeeze la troisième. Hein. Qu'on squeeze ou qu'on la casse. C'est pour ça que dans ces cas de figure-là, effectivement, c'est pas débile de tenter des achats de la deuxième borne. Bon, plutôt de contenu expérimenté et je vais pas m'étaler là-dessus aujourd'hui, ok? Voilà, mais c'est typiquement la même gestion que Teladoc. Donc ça veut juste dire que pour acheter ces trucs-là, c'est de niveau expérimenté, vous faites jamais ça tout seul en tant que vert, vous êtes obligé de demander l'aval d'un expérimenté qui va gérer le risque à votre place. Ça marche ? Il faut que vous soyez conscient de ce truc-là. Okay, l'objectif à terme, c'est que vous soyez 100% autonome, mais chercher à être autonome trop vite sans avoir les compétences du niveau requéri pour différents types de trades égale vous mettre la tête dans la guillotine et d'attendre que la lame finisse par tomber. Donc, faites pas ce genre de conneries, ok ? Faut pas avoir peur de demander de l'aide à quelqu'un qui est plus expérimenté que vous. Ça veut pas dire que vous êtes nul et mauvais, ça veut dire que vous savez avancer à votre rythme, et ça, c'est bien plus intelligent que les gens qui veulent courir. Ça marche? On s'arrête là pour la tendance, on passe en range pour tous les autres? Ok, allez, je coupe le replay.